Alors, Hanan Karimi, je vous laisse terminer cette fois. Oui, alors je disais justement qu'il y a une stigmatisation des femmes musulmanes comme ennemies de la République. Elles sont citoyennes françaises. Et si on dit que, on parlait des djihadistes avant, disent que la France est ennemie de l'islam, il y a une stigmatisation des musulmans, mais ils sont tout autant ennemis des Américains ou de tous ceux qui ne pratiqueraient pas la religion comme ils le voudraient. Même les Syriens, finalement, même les Syriens eux-mêmes, musulmans, ne pratiquent pas l'islam comme il le faut. Maintenant, sur la question du voile, il y a un moment donné où on voit bien, même la jupe longue, même le bandeau, à partir du moment où il est porté par une fille qui s'appelle Cyrine, est un signe ostensible. On s'inquiète de savoir si les femmes voilées peuvent jouer au foot. Moi, j'avais envie de dire, réjouissons-nous qu'elles jouent au foot. Ça veut dire qu'elles sont pas si aliénées que ça. Ça veut dire qu'elles sont pas si passives que ça. Et on veut appliquer la laïcité, cette nouvelle laïcité dévoyée selon les termes de Bobéro, partout, dans tous les espaces, pour que l'espace devienne neutre. Depuis quand le vivre ensemble impose à tout à chacun de devenir des gens neutres? Parce que à partir du moment où on commence à considérer qu'une personne, une femme qui porte un simple foulard, une mère de famille, est un terroriste potentiel, est un djihadiste potentiel, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Mais on a le sentiment, vous regardez, la loi 2004, la justification, c'est parce qu'elles sont mineures, elles peuvent être manipulées, dont acte. La loi mise en place en 2010, on va dire, c'est un problème d'identification, dont acte. Mais alors pourquoi à l'automne 2013, on nous dit, on va interdire peut-être le simple foulard dans les universités. Alors quand on s'insurge pour dire mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, c'est pas un problème d'identification, c'est pas un problème du fait qu'elles sont mineures. On nous dit, c'est que je l'ai entendu dans une émission, il y a des groupuscules. Alors, mais ces groupuscules, ils sont tellement puscules qu'on les voit pas. Donc dites-nous où ils sont et on va faire quelque chose. Donc si vous voulez, à force de tirer dans le tas, de tout mélanger et de considérer que nous sommes dans une sorte de guerre larvée, qui est une paranoïa spécifiquement européenne, eh bien pour le coup, on ne peut pas viser où sont les vrais problèmes, on ne peut pas les cibler. C'est la désignation identitaire de l'individu par rapport à son appartenance ethnique ou religieuse, qui est problématique et qui est stigmatisante. On dit français d'origine arabe, français d'origine maghrébine, d'origine algérienne, tunisienne, mais non. Français, aussi français que nous, autour de la table, sur ce plateau. Il n'y a pas des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone en France. On est tous français. Et j'irai plus loin. Vous parlez d'islamophobie d'État. Moi, je pense qu'il y a dans ce pays, sûrement parce que la guerre d'Algérie est une forme de refoulé qui n'est toujours pas très bien digérée, un problème plus généralement avec les Arabes, et pas uniquement avec l'islam, avec la communauté arabe dans son ensemble. Dans les années 2000, c'est devenu l'islam. Mais à partir du moment où vous parlez d'islamophobie d'État, est-ce que justement vous ne justifiez pas le discours des ennemis de l'État qui, eux, disent cet État étant islamophobe, on a le droit de l'attaquer? Il faut nommer cette manière idéologique, parce que c'est idéologique. La valeur laïcité est devenue une valeur suprême de la République qui a changé complètement de signification. Elle était un principe qui permettait le vivre ensemble et donc la liberté des usagers. Elle est devenue une valeur qui impose aux usagers comme aux fonctionnaires d'être neutres et de ne pas... Alors très vite chacun, parce que je voudrais qu'on passe la parole à Bruno Massé. Je pense que c'est dangereux, je suis d'accord avec ce qu'il avait dit, de parler d'islamophobie d'État, parce que ça nourrit justement cette dialectique, cette rhétorique de clivage, de bipolarité qui finalement nuit profondément au dialogue et à la recherche d'un bien commun. Et on devrait plutôt parler 20 secondes d'un manque de responsabilité, d'un manque de clairvoyance de tous ceux qui ont été en responsabilité ces 20 dernières années en France et qui ont préféré des logiques populistes, des logiques démagogiques à la recherche effectivement de ce bien commun que vous appelez de vos voeux et qui passait ce qui se passe dans d'autres pays européens, notamment en Angleterre, c'est-à-dire optimiser les processus de médiation et de dialogue avant de rentrer dans des logiques qui s'apparentent à des logiques de criminalisation. Personnellement, les foulards ne me gênent pas. Je vois ici une fille très très jolie, elle a un foulard, elle sourit. Bon, elle a envie de porter les foulards, pourquoi pas? Ce n'est vraiment pas un problème. Je crois que nous avons affronté ces problèmes différemment, avec une violence particulière. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre sur Khadija. C'est la mère, vous vouliez le faire, n'est-ce pas? Vous m'avez dit. Voilà. C'est la mère des croyants, la femme des prophètes.
femme libre. Elle portait pas de voile. Elle était belle, plus âgée que lui. Elle lui propose le mariage, car on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de communautés musulmanes, c'est les parents qui obligent. Pas seulement communautés musulmanes. Dans toutes les communautés, aujourd'hui, une femme ne demande pas en mariage. Voilà. Elle propose, quelque chose de elle très... est libre. Elle pousse à l'aventure. C'est la première musulmane, parce que c'est elle qui dit la première, je crois, et l'aventure musulmane d'Islam commence. Donc, pourquoi je voulais faire cela? Pour montrer à ces millions de jeunes filles comme Malala, que nous avons vu, la petite pakistanaise à qui on a tiré une balle dans la tête parce qu'elle voulait aller à l'école et elle demandait le droit des jeunes musulmans d'aller à l'école. Dire, voilà, le prototype, c'est elle qui a commencé. Elle savait écrire, elle savait lire. C'était sa patronne. Et lui, il ne savait pas lire ni écrire. Il était génial, mais il ne savait pas, il apprenait tout par cœur. Donc, je voulais donner un exemple. Et je pense que si on pouvait faire cela, ça veut dire, c'est un processus éducatif, aller vers la culture de l'autre. Et dans la culture de l'autre, de trouver les arguments qui nous permettent de faire évoluer ce que nous pensons, évoluer les jeunes filles, foulard comme ça, que la jeune fille soit complètement cachée, ça m'embêterait parce que je ne pourrais même pas dire qu'elle est belle. Attendez, je vous interromps, on va revenir sur ce sujet, mais je voudrais vous présenter Bruno Nassim Aboudrar, vous êtes professeur d'esthétique à la Sorbonne Nouvelle, et vous publiez Comment le voile est devenu musulman. Le voile, dites-vous, était plutôt chrétien au départ. Hein. Oui. D'ailleurs, on le voit, la Vierge Marie, on la voit toujours avec un voile religieux. On voit toujours la Vierge Marie avec un voile, et surtout, ce sur quoi j'insiste, le voile, la première fois qu'une religion parle du voile, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Et il en fait une véritable question religieuse. Il demande aux femmes de se voiler pour dire la prière le dimanche. Là. Immédiatement, un siècle après Saint Paul, les pères de l'Église s'emparent de la question et demandent aux chrétiennes d'être voilées, et cette fois-ci pour respecter l'ordre naturel, qui est un ordre hiérarchique qui met la femme en dernier. Et un des pères de l'Église, un père chrétien qui s'appelle Tertullien, va aller jusque dire la femme doit être voilée car le voile est son joug. Le voile est le joug de la femme, il faut que la femme le porte. Comme on sait, l'islam s'intéresse infiniment moins au voile, le Coran n'en parle presque pas, et surtout dans l'islam, dans le Coran, le voile n'est pas une question religieuse. À aucun moment ça n'est une question religieuse, c'est une question civile. Il s'agit pour les femmes de porter un voile pour être protégées, pour être reconnues, dit très exactement le Coran, c'est-à-dire en gros pour ne pas être embêtées dans la rue. Alors ensuite que les civilisations arabo-musulmanes ou turco-musulmanes ou perso-musulmanes, etc., aient fait une jurisprudence sur la question du voile au Moyen-Âge, beaucoup plus tard, c'est vrai. Mais j'insiste d'abord sur ce point qui est que si le voile est religieux, il est chrétien. Alors ensuite, vous expliquez bien dans votre livre qu'il y a une différence entre l'Occident et le monde arabo-musulman, c'est que l'Occident célèbre le regard et qu'au contraire, le monde arabo-musulman préfère ce qui est invisible, ce qui est caché. Et alors vous nous avez montré quelques exemples dans votre livre qu'on va illustrer ici. Vous dites que déjà on voit ça dans l'architecture des villes. Hein. On va voir là des rues de Rabat d'ailleurs, voilà, et on voit bien que ça n'a rien à voir avec les rues, l'architecture des villes occidentales qu'on pourrait voir à travers Paris ou Washington. On va en voir des photos, ou même Florence à la même époque. Hein. Oui, c'est ça. Alors là, tout à l'heure, c'était une vue de la Casbah des Oudayas. J'avais trouvé ça, j'avais proposé ça comme une ville typique. Bon, je reconnais que comparer la Casbah des Oudayas aux Champs-Élysées ou au Mall de Washington, ou à la perspective Nevsky, ou à Unter den Linden à Berlin, c'est un peu exagéré. Ce serait plus fin de le comparer à des villes médiévales comme Florence, par exemple, Florence en Italie, qui déjà privilégie le regard dans sa structure et organise des perspectives. Il y a le Corso, il y a une perspective qui va comme ça du Duomo à la place de la Seigneurie. Rien ne doit arrêter le regard, alors que dans les villes arabo-musulmanes, c'est le contraire. Dans les villes arabo-musulmanes, tout doit, et dans la société arabo-musulmane, tout doit arrêter le regard parce que le regard est fondamentalement pécamineux. Le regard est fondamentalement mauvais. Il est l'allié du désir libidinal. Vous prenez l'exemple des fenêtres de la même manière. Les fenêtres
la même manière, nos fenêtres, la fenêtre occidentale, permet de voir de l'extérieur à l'intérieur et cadre un paysage, c'est-à-dire offre un plaisir pour le regard. La mouche arabi offre exactement un autre type de plaisir, qui est un plaisir intérieur, un plaisir du jeu de kaléidoscope de la lumière, une diffraction de l'image, au service d'une religion dont il faut rappeler qu'elle refuse l'image. Enfin, on le voit bien dans les lieux de culte d'ailleurs. Un lieu de culte comme la mosquée du sultan Hassan au Caire. Tout lieu de culte. Cette image est magnifique, mais tout lieu de culte, les musulmans prient devant un mur que l'on appelle le mur de Qibla, sur lequel il y a une indication de la Mecque, de la direction de la Mecque, et puis un lieu d'où prêcher qu'on appelle le minbar. Donc on prie devant un mur et on prie, en fait, il s'agit de voir le moins possible, même si dans une mosquée comme celle-ci, évidemment, ce que l'on laisse voir, qui est non imagé comme vous le voyez, peut être absolument magnifique, mais ça reste totalement abstrait. Alors que dans un lieu de culte chrétien... Le lieu de culte chrétien, au contraire, le regard défile le plus loin possible, idéalement vers Dieu. Ce sont des nefs. Alors en plus de ça, les mosquées sont barlongues, hein, on prie en rang, tandis que les chrétiens prient en file. Ce qui n'est pas du tout la même chose, enfin c'est absolument pas le même imaginaire, et on prie alors vers le mystère de l'autel, vers les lumières bleues, puis au-delà de ça, vers l'invisible, vers Dieu. Mais il y a cette idée dans le monde chrétien et depuis occidental que le regard permet d'aller vers la pensée. Au départ, c'est une idée platonicienne. Même chose, le pouvoir, les lieux de pouvoir sont très différents également. On va voir Versailles, le pouvoir en Occident veut se montrer. Alors, le pouvoir en Occident est extrêmement ostentatoire depuis toujours et joue déjà à Versailles sur des systèmes de transparence. Alors évidemment, à Versailles, la transparence est encore assez début. Pardon ? Avant le XVIIe siècle, même en Occident, le château médiéval, c'est pas un château qui est réputé pour laisser passer la lumière outre mesure. Enfin, pour d'autres raisons, parce qu'il est défensif. Oui, bien sûr. Mais il y a des salles de trône. Et si on voit en revanche le palais royal de Rabat au Maroc, c'est le contraire. Oui, alors là, la photo est pas formidable, en ce sens, si vous me permettez, en ce sens que quand on est à Rabat, on voit pas ça, on voit un mur. Le palais royal et les palais d'une manière générale, les palais royaux, par exemple du Maroc. Le Maroc est un bon exemple parce que comme c'est encore un royaume, c'est un pays qui a une très très forte dimension traditionnelle encore aujourd'hui, et en fait le pouvoir demeure caché. Ce sont des très 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 longs murs de rouge empisés. C'est d'ailleurs à sa manière très beau, mais on ne voit pas on n'est pas censé le voir. Alors ce que vous racontez dans votre livre, dans Comment le voile est devenu musulman, vous dites que quand ces deux mondes se sont rencontrés au moment de la colonisation, le voile que portaient les femmes musulmanes a immédiatement choqué les Occidentaux, qu'ils trouvaient à la fois mystérieux, leur faisait un peu peur, et en même temps très érotique. Oui, très érotique, c'est-à-dire qu'il le transforme en fétiche. Il y a toute une. Si on regarde d'un peu près ce que l'on appelle la peinture orientaliste, on se rend compte qu'une bonne partie, je crois que les peintures de Jérôme que vous avez choisies, des peintures de Jérôme par exemple, une bonne partie consiste dans des scènes où des femmes que les peintres n'ont jamais vues nues, hein, c'est un pur fantasme, sont dévoilées plus ou moins violemment. Ce tableau est assez extraordinaire. C'est un marché aux esclaves. Il n'y avait pas de marché aux esclaves à l'époque de Jérôme, mais comme Jérôme a beaucoup voyagé en Orient, il laisse entendre qu'il les a vus. Et dans ce marché aux esclaves, on voit quoi? De riches arabes qui tâtent, regardent, etc., de la façon la plus ignoble possible, une femme non pas nue, mais dévoilée. Et vous voyez le marchand d'esclaves qui tient le haïk à la main. Derrière, c'est vraiment, on a arraché le voile. Il y a ce geste, il y a cette idée. Les Français en Algérie ont immédiatement absolument détesté le voile, considérant que si les femmes échappaient à leur regard, c'était une forme de résistance. Et en même temps, ils en ont fait des cartes postales érotiques qu'on trouvait au XXe siècle. C'est intéressant, mais c'est vrai que l'islam est vraiment aussi une fermeture et que, au fond, le problème du voile, c'est vrai que, mais aussi parce que l'islam est une religion, c'est la religion la plus jeune parmi les trois religions, évidemment, monothéistes. Et donc, il y a encore énormément de choses. Et par rapport à la femme voilée, comme vous voyez au XIXe siècle,
Aujourd'hui, justement, le voile est peut-être pour moi un progrès, quelque part. Mais le voile, comme là, il est porté ici, c'est-à-dire qu'on voit le visage de la femme. Alors qu'en fait, par exemple, chez nous, jusqu'en 1970, les femmes avaient le haïk traditionnel dans tout le Maghreb. Et ça, le haïk fermait quand même jusqu'ici, sauf les yeux. Il y avait le haïk, et ensuite il y avait le truc. Alors, oui. Voilà. Donc justement, pour les peintres, par exemple, c'est très intéressant. Parce que ça, c'est un problème que sur lequel j'ai beaucoup écrit dans des chroniques dans les journaux. Les femmes, les peintres ont beaucoup fantasmé, mais c'est à partir des bordels, des maisons closes, qu'ils ont pris les femmes nues, les cartes postales aussi, etc. Les cartes postales qu'on voyait. Alors attendez, juste pour finir, pour arriver au bout du raisonnement de votre livre, c'est qu'aujourd'hui, vous montrez vous mettez en parallèle un portrait d'un couple, justement, arabe, avec une femme entièrement voilée. On va voir tout de suite cette photo. C'est une photo célèbre qui était sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette photo pour vous ? Ce que j'essaye d'expliquer dans mon bouquin, c'est qu'une photo comme celle-ci, en fait, est un faux assez extraordinaire. Pardon ? Non, c'est un faux. On dit voilà le couple islamique, islamiste, enfin le couple de salafistes, etc. par excellence. Or non. D'abord, c'est une photo, c'est-à-dire une image parfaitement interdite par l'islam. Ensuite, c'est un couple bras dessus, bras dessous. Or, le couple n'est pas spécialement une valeur islamique, c'est le clan qui l'est, les enfants, etc. En fait, il s'agit, je le montrerai, c'est une sorte d'image chrétienne. Et puis surtout, la femme est voilée, mais elle n'a absolument pas à être voilée puisqu'elle est dans un intérieur. Donc si elle est voilée uniquement pour un extérieur. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre qu'elle est voilée. Et en fait, tout ce que j'essaye d'expliquer dans mon bouquin, c'est que le voile est devenu, pour l'islam qui souffre d'un manque de visibilité évident en Europe, un moyen très 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 paradoxal de se montrer, de montrer que l'on est caché. C'est surtout un moyen de rencontrer la modernité en Occident. C'est perçu dans notre société... C'est un moyen de jouer de la modernité. Non, c'est perçu dans notre société obsédée par la laïcité comme un instrument répressif et de contrôle sur la femme. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la chose de l'autre côté, en imaginant que c'est la possibilité pour une femme musulmane qui tient à son identité religieuse d'exister en même temps dans notre société laïque, sans pour autant rentrer chez elle le soir et se faire traiter de chienne. Pourquoi vous dites notre société laïque comme si ce n'était pas la sienne ? Enfin, à un moment donné... Non, mais je m'inclus là-dedans, bien évidemment. Justement, à un moment donné, il faut replacer les choses à leur place. Ce sont des Françaises de confession musulmane qui, finalement, adoptent un vêtement qui le mettent en pratique et qui leur permet d'être à l'extérieur, libre, émancipé. Ça a été aussi un moyen. Cette photo est une photo islamiquement impossible. C'est pourtant l'image qu'on a. C'est ça pour qu'on comprenne bien ce que dit Bruno Nassim Aboudra. Quelque chose sur la photo des esclaves, parce que les esclaves, sachez qu'en islam, en tout cas quand le voile a été obligé, enfin quand l'injonction à porter le voile pour les femmes, à les couvrir, comme vous l'avez dit, pour une reconnaissance et pour les protéger, ne touchait que les femmes libres. Jamais une esclave ne cache pas son voile. Parce que alors, là, juste pour qu'on comprenne bien, Bruno Nassim Aboudra, en fait, ce voile, pour vous, en fait, les femmes en portant le voile, tout à coup, font image, et c'est ce qui est devenu l'image de l'islam, alors que normalement, ça devrait être le contraire. Alors, je pense en effet qu'on arrive à ce paradoxe assez extraordinaire qu'une religion qui ne veut pas des images et qui pendant des siècles a maintenu les femmes enfermées, beaucoup plus que voilées, elles étaient recluses, elles étaient recluses dans les rêves. Si vous permettez, je suis arrivé assez tard sur le plateau, je vais terminer ma phrase. Donc, on arrive à ce paradoxe assez extraordinaire que ce sont les femmes qui sont les principales véhicules d'images de l'islam. Cela étant, du coup, ce que j'essaye de dire, je ne me place pas sur le terrain de la laïcité. Si vous voulez, mon bouquin ne se place pas sur le terrain de la laïcité. Il y a d'autres moyens d'en parler de cette question du voile. Je termine ma phrase. Merci. L'islam ne permet pas, c'est pas l'islam qui ne permet pas ou qui cache les femmes, c'est des pratiquants qui ont une lecture littéraliste de l'islam et qui utilisent ce sont les civilisations, ce sont les réaction. Bon, alors, moi, j'ai rapide parce qu'il nous reste très peu de temps. Sur le foulard, c'est difficile d'être rapide. Moi, je voudrais dire 3-4 choses. La façon dont les médias ont traité la question du foulard en 2004 a participé à rendre le foulard comme le symbole de la résistance, à sacraliser le foulard encore plus
Et il est clair qu'il y a eu une interaction sur cette question-là qui a été... parce qu'on a défini les femmes à leur place. Voilà, on en a fait un objet fétiche, premièrement. Donc on a construit ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, la façon de porter le foulard, on a toujours parlé des femmes qui portent un foulard comme si c'était des femmes, on les a toujours définies à leur place comme des femmes soumises. On a complètement omis que c'est pas le foulard qui fait la femme, c'est la femme qui définit le fonction et le symbole de son foulard. Et vous avez des tas de femmes qui portent un foulard et qui le représentent d'une façon complètement différente, qui leur permet de se mélanger, qui leur permet d'avoir des valeurs féministes, qui leur permettent des tas de choses. Mais je ne parle pas par rapport à ce que vous avez dit, je parle dans l'ensemble de la discussion. Et vous avez, c'est la femme qui définit ce que ça représente pour elle. C'est un sujet qui pense. Et donc, ce serait contre-productif de penser à leur place. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que, justement, la différence entre le foulard et le voile intégral, c'est que le voile intégral est une tradition pré-islamique des tribus Pashtunes, qui a été juste sacralisée par les wahhabites de l'Arabie Saoudite il y a 50 ans. Donc l'islam a 14 siècles. Les wahhabites ont sacralisé le voile intégral il y a 60 ans. Donc, est-ce qu'on le considère dans la liberté de conscience alors que ça enlève les contours identitaires et que ça n'existe pas dans l'histoire de l'islam? La preuve, la seule parole du prophète qu'on ait clairement sur le voile intégral, c'est si ces tribus se convertissent, qu'elles sachent que pour faire le pèlerinage, elles devront être identifiées et identifiables. Et la dernière chose que je voudrais dire, et là c'est en lien avec notre émission, c'est que quand on relit nos fondamentaux, Hannah Arendt, sur les idéologies de rupture, les gens qui partent pour régénérer le monde, on reprend la base des gens qui sont attirés par les idéologies de rupture. Et qu'est-ce qu'elle dit, Hannah Arendt? Elle dit que les gens qui tombent là-dedans, c'est des gens qui ont le sentiment que leur place au sein de la société n'est pas garantie par l'ensemble des citoyens. Moi, je pose juste la question. Le petit enfant là qui est à l'école primaire, à qui on dit que sa mère, elle n'est pas utile auprès de l'instituteur qui est la figure de l'intégration, qui est la figure de l'intégration au sens social, hein, c'est pas l'intégration culturelle, hein. Ça fait 5 générations qu'on est français, de culture française, qu'on pense en français, qu'on mange en français, qu'on prie en français, qu'on rêve en français, qu'on aime en français. Je parle d'intégration sociale. L'instituteur, c'est la figure on dit à l'enfant, ta mère, parce qu'elle pense qu'il faut cacher ses cheveux, elle n'est pas utile auprès de la figure de celui qui symbolise ta place dans la société. Et non seulement elle n'est pas utile, mais elle est interdite. Comment il va avoir l'impression que l'ensemble de la société lui garantit sa place à cet enfant? Qu'est-ce qu'on est en train de construire comme génération en harcelant les musulmans pratiquants et en étant laxiste avec les radicaux? Et je finis, si à l'école on a fait cette loi, c'est parce qu'on disait les garçons harcèlent les filles. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette question-là? Et quand des hommes exhibent leurs chaussettes remontées, leur barbe, pourquoi personne ne dit rien? Et pourquoi tout le monde harcèle la fille qui a un simple bandana contextualisé au contexte français? Moi, je pose juste ces questions. Ce sera la dernière, d'ailleurs. Juste un mot, on n'a plus de temps du tout. Je suis d'accord avec tout ça. Simplement, je me demande pourquoi ramener toujours ces questions sur des terrains psychosociologiques. Ce que j'ai essayé de faire, c'est pas du tout contre ça, je suis entièrement d'accord avec ces discours. Ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement, pour une fois, de décontextualiser un tout petit peu, de déterritorialiser, selon le mot à la mode, et de dire, mais au fait, le voile, c'est aussi une question de visibilité. Et si le voile agace à ce point, si les femmes qui se voilent, quelle que soit la manière dont elles se voilent, et j'ai un entier respect pour les 1000 manières de se voiler, si elles ont envie de le faire, c'est aussi parce qu'elles veulent intervenir sur le terrain du visible, qui est aujourd'hui un terrain disputé. Donc ce sera le dernier mot, je suis désolé. Sans images, changer un tout petit peu le paradigme. Ce sera le dernier mot, parce que sinon on déborde. Je vous remercie tous les 9 d'avoir participé à cette émission. On la termine évidemment en musique avec un duo français, DJ Pone qui fait du hip-hop et José Frontano qui est chanteur de rock. Ensemble, ils ont créé SAR. Leur premier album sort en juin. Ils nous en interprètent immédiatement un morceau, Selling with Lost Souls. SAR, c'est à vous. Dreaming of the sea, down by the
Someone. Dès maintenant, partagez les meilleurs moments de l'émission depuis France2.fr/CSOJ.